La petite ville de Palestine, au Texas, est située à mi-chemin entre Houston et Dallas. Elle déborde de ce vieux charme d'antan et en a conservé les valeurs. Là, les étrangers sont accueillis comme à la maison. Mais les événements qui s'y produisent en janvier 2000 sont si troublants, cruels et gratuits que leurs souvenirs hantent encore la communauté. Le 26 janvier 2000, il est 23 h. Des policiers de Palestine se rendent au domicile de Geraldine Davidson, 84 ans, pour s'assurer qu'elle se porte bien. Celle qu'on surnomme Jerry, une enseignante retraitée et organiste à l'église, vit seule. Quand elle rate la répétition de la chorale, ses amis commencent à s'inquiéter. On a vérifié par les portes et les fenêtres s'il y avait quelqu'un. Puisqu'il s'agissait d'une dame âgée, on voulait s'assurer qu'elle n'était pas malade, blessée ou qu'elle n'était pas tombée. Les 3 enfants de Jerry n'ont pas de nouvelles d'elle non plus. Je me suis dit qu'elle était peut-être allée à Tyler pour faire les boutiques. Elle le faisait souvent. On vivait à 2 heures de là et elle était seule. J'avais peur qu'elle tombe et que personne ne le sache et ne puisse lui venir en aide. On s'inquiétait tous pour la sécurité de notre mère. Miss Davidson. La porte arrière n'est pas verrouillée. Je n'ai vu et entendu personne. La maison était très propre et elle était en ordre. Rien ne porte à croire qu'il y a un problème. L'agent Mouniès décide donc de ne pas s'aventurer plus loin. On s'est dit qu'elle était partie, qu'elle s'était perdue et qu'elle rentrerait plus tard ce soir-là. On demande aux patrouilleurs d'être à l'affût d'une Buick grise. Quelques minutes après avoir quitté la résidence, l'agent Mouniès croit apercevoir la voiture. J'ai vu que c'était une Buick. J'ai décidé de faire demi-tour pour vérifier si c'était elle qui rentrait et pour m'assurer qu'elle allait bien. 160 radio. Go ahead and place us out with that suspicious vehicle. I'll give you the location in just a moment. Driver, put your hands on the wheel. You have a driver's license? No. All right. You have a registration for this car? No. Who's the vehicle belong to? Personne ne savait à qui appartenait la voiture ou ne pouvait me donner le nom du propriétaire immatriculé. What are you guys doing out here? Les craintes du sergent Mouniès se confirment rapidement. C'était la voiture de Mme Davidson. Le véhicule était bien immatriculé à son nom. Ça a soulevé beaucoup d'inquiétudes. Non seulement on ne la trouvait pas, mais elle n'était pas dans son véhicule. Les chances qu'elle soit simplement perdue et confuse étaient plutôt minces. Les 5 individus dans la voiture sont amenés au centre-ville pour interrogatoire. On remorque le véhicule pour l'examiner. Les agents retournent à la résidence de Jerry, maintenant plus inquiets que jamais. Cette fois, ils découvrent qu'une fenêtre de la cuisine a été brisée de l'extérieur. Des tiroirs sont ouverts et ont été fouillés. À l'étage, d'autres indices prouvent que la maison a été mise à sac. On appelle le bureau du procureur de l'État. Ce n'était pas une enquête pour meurtre, mais je vous jure que les alarmes retentissaient. Il y avait des gens dans sa voiture et des éléments qui semblaient étranges. Quelque chose de terrible était arrivé à Geraldine Davidson. Les agents interrogent les 5 jeunes interceptés dans la voiture de Jerry. Ils affirment avoir loué le véhicule à quelqu'un en échange de drogue. Les gens utilisent le crack pour faire des transactions. Ils n'avaient pas d'argent et en ont échangé pour ce qu'ils appelaient une voiture de location. Au cours des dernières années, un secteur de Palestine, qui est à proximité de la résidence de Mme Davidson, est fréquenté par des revendeurs de drogue. L'extrémité sud de Palestine est un secteur ayant un taux de criminalité élevé. Les gens y vont pour acheter des stupéfiants. Les enquêteurs font une première grande percée. Ils obtiennent un nom.
Les jeunes appréhendés disent avoir loué la voiture de Daniel Simpson, un voyou bien connu des autorités. On avait eu affaire à lui dans le passé, pour un crime violent et pour d'autres délits. Deux heures après avoir découvert le saccage dans la demeure de Jerry, les agents arrivent à la dernière adresse connue de Daniel Simpson. Miss Simpson, what can I do for you? Okay, I'm here looking for somebody. You know a person named Danielle? It's Danielle there. Après une poursuite dans les rues, Simpson réussit à s'échapper. Malgré le décès de son mari 15 ans plus tôt, Jerry Davidson profite de sa retraite. Elle avait enseigné l'histoire et la musique à l'école secondaire locale et avait été très appréciée des élèves. Néanmoins, sa famille décide de protéger la maison. Un projet qui devait se concrétiser quelques heures seulement après sa disparition. J'ai discuté avec elle. On cherchait un fournisseur de services de sécurité qui viendrait installer un système de sécurité chez elle. En fait, on avait pris rendez-vous. 2 jours après le début de l'enquête, la femme de Daniel Simpson est amenée pour interrogatoire. Pour la première fois, elle raconte son histoire consternante à la caméra. C'est l'histoire d'un amour tordu et d'un crime terrifiant dont plusieurs ont été témoins, mais que personne n'a rapporté. Elle raconte ce qui est arrivé à Jerry Davidson. Les policiers de Palestine, au Texas, cherchent une dame disparue, Jerry Davidson. Ils apprennent que quelques heures avant qu'ils découvrent sa maison saccagée, elle ne s'était pas présentée à la leçon de piano du fils d'Alice Brewer. On est allé, on a cogné à la porte et il n'y avait pas de réponse. Les enfants ont fait le tour pour vérifier par les fenêtres si elle était dans la maison. Rien. Alors je suis allé dans le garage. J'ai ouvert la porte. Sa voiture n'était pas là. Il y avait manifestement un problème parce qu'elle n'avait jamais fait ça. Je me demandais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est dans le pétrin? Est-elle blessée quelque part? Le principal suspect, Daniel Simpson, prend la fuite quand des agents tentent de l'appréhender. Les policiers veulent savoir comment il s'est retrouvé en possession de la voiture de Jerry et pourquoi il l'a louée à des adolescents. Maintenant, on amène sa femme de 16 ans pour l'interroger. Née Jennifer Smith, elle raconte comment elle est tombée amoureuse du fauteur de troubles du coin. C'était charmant, on faisait un peu la fête, il me traitait bien. L'école est rapidement reléguée au 2e rang quand elle s'éprend de Simpson. Vers la 9e année, j'ai arrêté de m'intéresser à l'école. Tout ce que je voulais, c'était de passer du temps avec Daniel, rien d'autre. Il allait encore à l'école, mais seulement quand il en avait envie. L'histoire d'amour ne plaît pas à la mère et au beau-père de Jennifer, pour qui Simpson est synonyme de problème. C'est devenu difficile parce que ma famille voulait nous séparer. Ils voyaient qu'il ne m'apportait rien de bon. Mais je voulais être avec lui. J'ai continué à faire ce que je voulais. Elle ne laissera personne les séparer. So, you look good. You got everything? Ready? Je me suis enfuie avec Daniel. On allait dans des motels. On restait là des semaines. Et il voulait un bébé. Le souhait de Simpson se réalise. Sa petite amie accouche d'un garçon. Quand j'ai eu ce bébé, j'avais l'impression que j'avais quelque chose à moi. Quelqu'un qui m'aimait. J'étais très heureuse. Le couple vit ensemble, mais Jennifer Smith fait tout ce qu'elle peut pour rester en contact avec sa famille. Parfois, je voulais rentrer parce que je m'ennuyais de ma mère. Alors, je suis rentrée, mais Daniel et moi voulions toujours être ensemble. Mais l'amour s'avère très coûteux pour Jennifer. Afin de financer ses escapades romantiques, elle vole de l'argent chez elle. Sa propre mère la dénonce. Hi, I'm bringing my daughter in. Ce qui cause aussi de grands problèmes à Simpson. Ils m'ont enfermée et par la même occasion, ils ont arrêté Daniel pour avoir couché avec une mineure. Toujours amoureuse de Daniel Simpson, Jennifer Smith apprend qu'il existe un moyen de faire tomber les accusations contre lui pour qu'ils soient à nouveau réunis.
La seule façon de le faire sortir, c'était en l'épousant. Alors, j'ai communiqué avec un avocat et on s'est mariés. C'est comme ça que c'est arrivé. Je ne voulais pas qu'il soit emprisonné. Ils ont décidé de se marier. Elle s'est dit, si je suis marié à lui, il ne pourra pas être poursuivi pour agression sexuelle. Leur plan fonctionne. Les accusations tombent et Jennifer se fait maintenant appeler fièrement Madame Jennifer Simpson. Mais le bonheur conjugal est de courte durée. Un nouveau Daniel Simpson apparaît, un homme au tempérament violent. Quand je l'ai fait sortir de prison et que je l'ai épousé, il a commencé à me montrer qui il était vraiment. La plupart du temps, il était drogué ou simplement en colère. Je ne pouvais voir personne. Parfois, il n'y avait même pas de raison. Il me sautait dessus pour rien. Oui, il était violent. Le comportement violent de Daniel Simpson devient incontrôlable. Même son propre père est une cible. Son père et lui se sont querellés et il a cassé toutes les vitres de sa fourgonnette. À ce stade, je savais qu'il avait un problème de colère. Quand il était dans cet état, je me retirais. Daniel choisissait ses victimes en partie en fonction de leur vulnérabilité. Je pense que prédateur est une étiquette adéquate. Elle décrit un individu qui voit les autres non pas comme des êtres semblables à lui-même, mais plutôt comme des ressources, des outils à utiliser sans égard à leur bien-être ou leurs sentiments, comme un loup voit un agneau. Jennifer Simpson raconte aux enquêteurs que le matin où Madame Davidson a disparu, elle a entendu son mari comploter avec un ami de 13 ans. Il voulait s'introduire dans la maison de la dame. Je l'ai entendu parler de voler une dame. Je lui ai dit d'arrêter d'être si cupide. Daniel Simpson lui avoue qu'un autre adolescent du quartier et lui ont volé Madame Davidson à peine une semaine plus tôt. Mais il ne m'a jamais dit ce qu'il lui avait volé. Puis, il est sorti de la maison et je l'ai suivi. Il savait que Mme Davidson était une vieille dame vulnérable et seule. Les enquêteurs voient maintenant la jeune épouse de Simpson d'un tout autre œil. Dès qu'ils ont su que Mme Davidson avait quitté la maison, avoue-t-elle, ils ont cassé une fenêtre pour que Jennifer puisse y entrer. Je me suis faufilée. J'ai ouvert la porte arrière. On a commencé à faire le tour de la maison. 10 minutes plus tard, c'est la panique. Jerry Davidson rentre inopinément. Alors, on est allé se cacher. On allait sortir par devant, mais Daniel a dit non. J'ai entendu le téléphone et la première chose que j'ai su... Daniel lui disait de se taire. Il m'a demandé de venir. Elle m'a regardée et elle s'est dit, c'est une fille. Elle avait peur. Je le voyais dans ses yeux. Les voleurs n'ont pas prévu de ligoter quelqu'un. Ils prennent donc ce qu'ils trouvent. Un mince ruban adhésif. Je l'ai mis sur sa bouche parce qu'elle n'arrêtait pas de crier. Je lui disais, s'il te plaît. La situation s'aggrave pour Jerry quand Simpson revient avec une tête d'oreiller. Une fois sorti, Jerry Davidson comprend que c'est peut-être sa dernière chance de s'échapper. Mais est-ce que quelqu'un sera témoin de cette scène ou entendra ses appels à l'aide désespérés? En janvier 2000, Jennifer Simpson décrit à des enquêteurs de Palestine au Texas comment son mari Daniel Simpson, un garçon de 13 ans et elle, sont entrés par effraction chez la frêle Jerry Davidson et l'ont enlevé. Avec un simple ruban adhésif comme bâillon, Jerry tente désespérément d'appeler au secours. Il a commencé à crier et à me dire « Pourquoi tu n'as pas bien mis le ruban sur sa bouche ?» On se disputait et ils l'ont mise dans le coffre.
alors que ses ravisseurs l'amènent chez une parente de Simpson. Il cherche des conseils pour savoir où vendre le véhicule volé. Elle lui a parlé d'un garage où on démontait les voitures volées. Simpson se vante de son méfait. Il est fier de montrer sa prisonnière terrifiée. Daniel a ouvert le coffre de la voiture. Je l'entendais parler. Elle disait qu'il pouvait prendre son argent et sa voiture. Elle voulait seulement ses médicaments. Elle était désespérée. Elle avait besoin de ses médicaments. Elle le suppliait. Étonnamment, la tante de Daniel ne rapporte pas aux policiers ce qu'elle a vu. Et sa femme semble bien prête à laisser Jerry souffrir. Je voulais que ça s'arrête, mais je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Le complice de 13 ans est maintenant intoxiqué à cause de tout ce qu'ils ont fumé et ne sait plus trop quoi penser de ce qui se passe autour de lui. Ils vont chercher le frère de Simpson, Lionel, qui a 15 ans. Yo, come on, let's roll, let's go, let's go. You do it? Yeah, I did it. She's in the trunk. Lui aussi est bien connu de la section jeunesse de la police locale et réputé pour sa violence. Il a entre autres déjà été accusé d'avoir tenté de tuer son propre père. Il a frappé son père à la tête. Il apprend qu'ils ont une otage et veut montrer à son grand frère qu'il est un dur lui aussi. Ils étaient souvent en compétition pour déterminer qui était le plus délinquant, qui oserait en premier, ou qui savait mieux se battre. Les chances que Jerry Davidson soit libéré sont maintenant nulles. Quand Lionel est arrivé dans le portrait, tout a changé. Peu importe ce que Daniel avait prévu, ça n'arriverait pas. C'est Lionel qui décidait. Les ravisseurs parcourent la ville de Palestine en s'arrêtant encore et encore pour exhiber Jerry Davidson comme un trophée morbide. Ils ouvraient le coffre et montraient Madame Davidson. Personne n'a appelé la police ou n'a rapporté l'incident. Comprendre pourquoi il la montrait et permettait qu'elle soit ridiculisée et maltraitée en dit long sur le sentiment de colère qui existait. Ces jeunes étaient issus des gangs de rue. Les gens à qui il montrait Madame Davidson appartenaient à la même culture. C'était une question de statut. Avoir la volonté et le pouvoir de poser un acte si violent et si froid les faisait monter dans l'estime de leur père. Dans quel monde vit-on? Quelle est cette communauté inhumaine où on n'aide pas l'autre? Ils n'ont rien fait pour aider Madame Davidson, pour l'aider à sauvegarder l'infime chance qu'il lui restait de survivre. Pendant qu'ils la montraient à leurs amis, Lionel l'a frappée à coups de poing et peut-être même avec une pelle. En se basant sur les empreintes digitales retrouvées à l'arrière de la voiture, les procureurs croient que jusqu'à 10 personnes auraient vu Jerry. Ça indiquait que les gens touchaient à la voiture et s'y appuyaient pour regarder Madame Davidson. Le groupe se rend ensuite dans un restaurant à service rapide. La visite est captée par une caméra de surveillance. Ils m'ont envoyé. Jennifer Simpson attend patiemment en file derrière une vieille dame. Elle s'apprête à dépenser une partie de l'argent volé à Madame Davidson. Elle a plusieurs occasions de sonner l'alarme, mais tout ce qu'elle veut, c'est passer sa commande. Simpson reste à l'intérieur pendant 20 bonnes minutes, tandis que l'otage souffre dans le coffre à quelques mètres de là, dans le stationnement. Son beau-frère Lionel, qui en a marre d'attendre, vient la chercher. Lionel disait qu'elle faisait du bruit dans le coffre, qu'on devait partir.
Who was think it's gonna be good? All right. We got bacon cheeseburger. Bacon? Man, give me that. Pork, man. You want my sandwich, man. Give me my pork one, man. Please let me go. We need to get rid of her. Sachant qu'ils ne peuvent pas simplement relâcher Jerry, ils discutent des options possibles. Lionel parlait de la jeter dans une rivière et de la ligoter. Les criminels sans pitié s'arrêtent dans un magasin pour acheter du ruban à conduit avant de se mettre en quête d'un lieu tranquille pour infliger davantage de sévices à Jerry. On est arrivé dans un cul-de-sac. Lionel et Daniel sont sortis en premier. Lionel Simpson aime brutaliser l'otage fragile. Lionel la rudoyait. Il la projetait de tous les côtés. Daniel lui a dit d'arrêter, mais il ne l'écoutait pas. Lionel a commencé à mettre du ruban sur sa bouche. Il l'a retournée, a placé ses mains derrière son dos et il a commencé à la ligoter. Elle était étendue au sol. Et Lionel l'a relevée. Et il l'a mise dans le coffre. Le groupe part à la recherche d'un bloc de béton. Daniel est allé jusqu'à une vieille maison où ils avaient déjà vécu. Lionel est sorti. J'ai entendu un son comme s'il l'avait frappé. Quand il est remonté, Daniel lui a demandé « L'as-tu frappé ?» Il a dit « Oui, je l'ai frappé. » Come on, let's go. Come on, man. Tripping, man. Let's just go. Je me disais que je voulais que ce soit fini. En roulant en direction nord-est, ils croisent une route de terre menant au bord de la rivière Neches. On ne peut que s'imaginer à quel point elle avait peur. Elle devait implorer Dieu de la sauver. Le cauchemar de Jerry dure maintenant depuis 7 heures. Je me suis retournée pour regarder à l'arrière du véhicule. J'ai vu que Daniel et Lionel faisaient quelque chose. Je n'ai vu que les bras de Lionel et Daniel. Je ne pouvais pas croire qu'ils avaient fait ça. À ce moment, je pense que je ne croyais pas encore que ce serait un meurtre. Je ne sais pas ce que je pensais qu'ils lui feraient. Mais quand c'est arrivé, j'ai seulement... Puis, ils sont remontés en voiture. Et Daniel est parti. Le groupe retourne à Palestine. Jennifer Simpson et le garçon de 13 ans rentrent chez eux. Jennifer va se coucher sans alerter quiconque. Elle s'endort, mais pas pour longtemps. Son mari cogne à sa fenêtre. Il craint que la police le recherche. Il m'a dit, je ne sais pas quoi faire. Il est venu se coucher. On s'est étendu un moment. Après ce qui m'a semblé moins de 30 minutes, on a entendu « La police est dehors !» Daniel s'est levé. Les policiers regardaient par la fenêtre avec leur lampe de poche. Il s'est levé et il est passé par la fenêtre. Ils ne l'ont pas arrêté. Je suis sortie, j'ai regardé autour et il y avait plein de policiers. Le soleil se lève. Une conductrice appelle les policiers. Elle croit avoir vu un corps dans les hauts fonds de la rivière Neches. Jerry Davidson s'accroche-t-elle encore à la vie?
Les policiers de Palestine, au Texas, enquêtent sur la disparition d'une dame âgée, Jerry Davidson. Ils reçoivent l'appel d'une conductrice qui croit avoir vu un corps dans les hauts fonds de la rivière Neches. J'ai vu des traces de pneus fraîches ici. Et juste là, dans l'eau, on voyait l'objet rouge dont la conductrice avait parlé. On s'est approché. De toute évidence, c'était un corps. On voyait le ruban, les câbles autour des chevilles, le bloc de béton. D'après la description, on avait trouvé Madame Davidson. Elle avait du ruban à conduit sur la bouche et le visage. Ses mains étaient ligotées derrière son dos. Ses pieds étaient liés avec un câble et attachés à un bloc de béton qui la maintenait sous l'eau. On voyait qu'elle était blessée à la bouche, qu'elle avait été battue. Un agent sur les lieux reconnaît Jerry, la femme qui lui a enseigné en 5e année. Cette femme ne représentait aucun mal, aucune menace, aucun danger pour quiconque. C'était une mort si violente et gratuite qu'elle m'a affecté. Son corps est envoyé au médecin légiste à Dallas. Le coroner confirme le récit de Jennifer Simpson quant aux blessures sauvages infligées à la fragile grand-mère. Elle avait plusieurs blessures au visage, à la tête et au torse. Quand la mort est enfin venue, elle a été horrible. L'autopsie indique qu'elle était vivante quand elle a été jetée à l'eau. Elle a été jetée dans la rivière et savait qu'elle allait mourir seule dans cet endroit froid. Jerry Davidson a été ligoté avec du ruban à conduit, attaché à un lourd bloc de béton et jeté dans la rivière glacée où elle s'est lentement noyée. La cruauté de l'agression qu'elle a subie traumatise sa famille. On s'accrochait les uns aux autres. On pleurait et on se demandait ce qu'on devait faire maintenant. Comment vivre cette perte? La petite communauté unie de Palestine est tout aussi horrifiée quand les détails de la torture et des douleurs infligées sont révélés. Il y a aussi de la peur, parce que Daniel et Lionel Simpson ainsi que le garçon de 13 ans courent toujours. Les policiers reçoivent un nouveau renseignement. On a appris que Daniel Simpson était dans une piquerie de South Jackson. Il fallait rencontrer quelques agents du service de police et établir un plan. On s'est rendu sur place. Le frère de Daniel, Lionel, âgé de 15 ans, se cache peut-être aussi dans ce repère de drogués. Daniel Simpson essaie une fois de plus de s'échapper. Je l'ai accueilli avec mon pistolet. Ensuite, on l'a arrêté. Lionel Simpson est également menotté et amené. L'autre garçon est appréhendé chez lui et amené dans un établissement correctionnel pour jeunes. Daniel Simpson refuse de coopérer avec les enquêteurs. Il demande à voir un avocat et ne dit rien de plus. Daniel avait une attitude provocante et ne coopérait pas. Il ne nous a donné aucune information permettant de faire avancer l'enquête. Il avoue seulement du bout des lèvres avoir conduit la Buick pendant une courte période. Son frère, quant à lui, accepte de faire une déclaration écrite aux enquêteurs. L'ampleur et la gravité du délit ne semblaient avoir aucun effet sur lui. Selon Lionel Simpson, son frère est venu le voir 2 semaines avant le crime. Daniel voulait entrer par effraction chez Mme Davidson, voler ce qu'il pouvait, et ensuite voler sa voiture. Il espérait la vendre dans une autre ville pour faire autant d'argent que possible. Lionel avoue aux enquêteurs être impliqué dans le meurtre. Mais il dit qu'il n'a pas jeté Mme Davidson dans la rivière. Il l'a fait, non c'est elle, c'est lui. Les accusations allaient dans toutes les directions.
Personne ne voulait avouer avoir jeté Mme Davidson dans la rivière. Ils disaient tous qu'un autre l'avait fait. Les enquêteurs peuvent prouver que les frères Simpson sont les deux seuls à avoir ouvert le coffre, puisqu'ils y ont laissé des empreintes digitales incriminantes. Ils étaient là et ont ouvert ou fermé le coffre. Les enquêteurs ont maintenant assez de preuves et d'informations pour déposer des accusations de meurtre. Il était évident que les 4 individus étaient impliqués dans la mort de Geraldine Davidson. Chacun d'entre eux a été accusé de meurtre qualifié. L'État demande au psychiatre David Self d'évaluer Daniel Simpson. Il ressemblait parfois à un enfant. Alors que les faits qui se dégageaient de son délit indiquaient clairement qu'il était capable d'une cruauté sans nom et d'un comportement odieux. Le docteur Self pose un diagnostic de psychopathie. Les psychopathes ont toutes les caractéristiques du trouble de la personnalité asociale, en plus d'une absence de conscience ou de certains éléments de conscience. Selon moi, on pouvait déduire, en fonction du comportement de Daniel, qu'il n'avait aucune conscience et qu'il n'avait pas la capacité d'éprouver des remords ou de la culpabilité. Il ne pouvait pas ressentir avec empathie les sentiments ou la douleur des autres. Le fait qu'il n'assume pas la responsabilité de son propre comportement était caractéristique. Le mois suivant, le grand jury du comté d'Henderson accuse Daniel, Lionel et Jennifer Simpson, de même que le garçon de 13 ans, de meurtre qualifié. L'épouse tourne maintenant le dos à son mari, alors que Daniel Simpson doit mener sa propre bataille pour sa survie. L'État veut l'exécuter. Mais les procureurs accusent un dur coup. Un juge établit que les aveux ne peuvent être utilisés en cours. Une décision qui pourrait permettre au meurtrier de s'en tirer impunément. Au Texas, les procès les plus choquants et troublants de la ville de Palestine vont bientôt commencer. Un jeune mari et son épouse, ainsi que 2 adolescents, sont accusés d'avoir agressé violemment, enlevé et tué Jerry Davidson, 84 ans. On voulait raconter l'histoire en suivant le déroulement de cette journée où elle a été sauvagement enlevée et agressée avant d'être jetée dans la rivière Neches. Go ahead and rob this old lady. I'm talking like clean her for everything she's got, man, everything. Le garçon de 13 ans négocie une entente et accepte de témoigner contre les autres. On a conclu une entente parce que, selon moi, il était le moins coupable du groupe. Il plaide coupable à la cour juvénile à l'accusation de meurtre et écope d'une sentence qui équivaut à son âge, soit 13 ans. Jennifer et Lionel Simpson seront jugés comme des adultes, mais puisqu'ils avaient moins de 21 ans au moment du crime, la peine capitale n'est pas une option. La communauté entière est en colère et bouleversée par le meurtre. Les audiences sont donc tenues dans des comtés voisins. Alors que le procès de Jennifer Simpson tire à sa fin, elle accepte une entente. Une peine à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. L'offre lui donne l'espoir d'être un jour libérée de prison. Mais elle doit témoigner contre son mari et son beau-frère. Lors de notre entrevue exclusive, elle affirme avoir des problèmes de conscience. Je me demande toujours ce qui serait arrivé si j'avais parlé, si je n'avais pas été aussi faible. Est-ce que j'aurais pu la sauver? Est-ce que j'aurais pu empêcher ce meurtre? Au début du procès de Lionel Simpson, les procureurs encaissent un coup dur. Ils ne peuvent pas utiliser sa déclaration contre lui à cause d'une erreur majeure dont s'empare la défense. La loi est claire. Il fallait contacter ses parents. On ne l'a pas fait. Finalement, la preuve est tout de même assez forte.
Et il est également condamné à perpétuité, mais avec la possibilité d'être libéré conditionnellement après 40 ans. Dans une lettre à sa mère, Danielle Simpson accuse sa femme d'être la principale instigatrice et suggère même qu'elle a jeté Jerry dans la rivière pendant qu'il attendait dans la voiture. Il disait que j'avais jeté la dame dans la rivière, que j'avais conduit la voiture. Je ne comprenais pas pourquoi il disait ça. Ça défie toute logique. Qui a mené toute la journée? C'était Daniel et ensuite Lionel. Le psychiatre David Self, qui a évalué Danielle Simpson au nom de l'État, affirme au jury qu'il souffre d'un dangereux trouble de la personnalité. On a fait ce qu'on appelle une évaluation des risques. J'ai évalué que Danielle faisait à ce moment partie du groupe à haut risque. Il l'a trimballée, tourmentée, torturée et lui a infligé des mauvais traitements. Je n'avais jamais entendu parler d'un crime aussi cruel. Après un procès de 5 jours, Danielle Simpson apprend qu'il devra mourir pour ce qu'il a fait. 11 mois après avoir commis son crime, Danielle Simpson a été reconnu coupable de meurtre qualifié et condamné à mourir par injection. C'est stupéfiant de penser que des gens peuvent agir de la sorte envers un autre être humain et permettre qu'on traite un autre être humain de la sorte. Pour une raison quelconque, Daniel a dit « J'en ai assez d'être en prison. Exécutez-moi. » En novembre 2010, une décennie après le meurtre horrible de Jerry Davidson, Danielle Simpson fait sa dernière marche jusqu'à la salle d'exécution. Paul Stone est là pour couvrir l'histoire. On entre dans une pièce. Quand ils ouvrent la porte, on voit une vitre. Le meurtrier est attaché sur la civière. Souvent, les condamnés à la peine capitale présentent des excuses à la famille de la victime et à la victime. Monsieur Simpson n'a rien fait de tel. I'ma miss y'all. I'm ready. I'm ready. 9 minutes après l'injection, Monsieur Simpson a été déclaré mort. Je ne me sentais pas mieux. Je me souviens encore de ma mère. Je sais encore qu'elle a été tuée et torturée lentement et sauvagement. Mais maintenant, son agresseur n'est plus là. La famille de Jerry Davidson a encore du mal à croire que ceux qui l'ont vu dans le coffre ce jour-là n'ont pas prévenu la police. Les gens ont regardé et n'ont rien fait. Ils sont aussi coupables que ceux qui sont allés en prison ou sont morts pour ça. Quelqu'un aurait pu et aurait dû mettre un terme à tout ça pendant que ça se produisait. En 2007, le plus jeune garçon impliqué a eu 21 ans. Il est libéré sous condition et mis en probation pendant 7 ans, en partie grâce à l'indulgence de la famille de Jerry Davidson. On voyait de la rédemption, on voyait la promesse du bien dans la vie de ce jeune homme. On avait l'impression que c'était la chose à faire. Jennifer Simpson sera éligible à la libération conditionnelle en 2030. Elle aura alors 47 ans. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais quelque chose pour empêcher que ça arrive. Parce que ce qui lui est arrivé est mal, et je suis désolée. Une nouvelle loi est adoptée au Texas, en souvenir de Geraldine Davidson. Être témoin d'un crime sans le rapporter est maintenant un crime. La famille de Jerry veut qu'on se souvienne d'elle pour tout le bien qu'elle a fait. De temps à autre, les mauvais jours, l'image de ses mains dans la rivière glacée où elle est morte me vient en tête. Mais je m'oblige rapidement à remplacer cette image par celle de ses mains en vie.
Tes mains qui faisaient de la musique magnifique. Les mains d'une femme qui a joui de la vie pendant 84 ans. C'est comme ça, je crois, qu'elle voudrait qu'on se souvienne d'elle.